De retour dans l'Africa Newsroom, Monsieur Aka, représentant du FPI, le Front populaire ivoirien en France et au Luxembourg, est toujours avec nous. Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, est également avec nous. Et puis Daouda vient de nous rejoindre, il était avec nous en première partie. Il est de nouveau avec nous pour cette troisième partie. En Libye, les deux parlements rivaux et deux gouvernements rivaux ont décidé de suspendre leur accord pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale en raison des festivités de l'Aïd. Les deux camps ont convenu d'une pause dans les négociations. De son côté, l'ONU s'attend à ce que les deux gouvernements officialisent enfin une entente, et ce avant le 30 septembre 2015. Arwa Barkala. Les deux gouvernements libyens sur la voie d'un nouvel accord. Une page de l'histoire libyenne pourrait se tourner d'ici le 30 septembre 2015 avec la signature par les camps de Tripoli et de Tobrouk d'un projet de gouvernement d'union nationale en Libye. La finalisation du texte est prévue après les festivités de l'Aïd el-Kébir, prévues ce jeudi 24 septembre. Askhira Tomarok, le chef de la mission des Nations Unies en Libye, Bernardino Leon, a déclaré le texte final de l'accord politique libyen en disant que le travail est déjà fini après au moins 4 versions d'accord sur le texte final depuis le début des négociations en 2014. Il a certes insisté que l'accord n'est pas parfait pour tous les Libyens, mais qui aura au moins satisfait en majorité les deux parties. Une fois les projets d'accord signés, les deux parties devront relever les nouveaux défis tels que le désarmement des milices. Objectif, parvenir à un consensus national pour la reconstruction et l'unité de la Libye. Le futur reste incertain pour la Libye, même après l'accord entre les factions libyennes. Vu la conjoncture interne dans laquelle la Libye se dirige, cet accord-là sera peut-être un espoir pour d'autres pays tels que le Yémen, l'Irak et la Syrie qui pourront prendre cet exemple libyen comme modèle dans la négociation de la paix et l'arrêt des hostilités. Reste le plus grand défi pour la Libye et le danger de l'État islamique, la présence des milices qui refusent de se désarmer et surtout comment reconstruire, ou plutôt construire à neuf, une armée nationale qui aura l'aval de tous les Libyens, toute idéologie, groupes ethniques et tribaux confondus. À une plus grande échelle, la Libye pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre l'État islamique, dont l'Égypte et la Tunisie sont victimes depuis le début de l'année 2015. Avec la signature prochaine de l'accord unissant les deux factions, c'est l'espoir d'une stabilité de la région qui se dessine. Daouda, l'ONU avait initialement fixé comme date butoir le 20 septembre, elle repousse jusqu'au 30 septembre, on va avoir de nouvelles négociations. Que peut-on véritablement en attendre, puisque depuis qu'elles ont commencé, on a vraiment l'impression qu'elles piétinent? Oui, elle piétine ces négociations depuis un bon moment, mais je pense que moi je préfère voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide, étant donné qu'on va vers une solution, en tout cas, parce qu'à un moment donné, la thèse de l'intervention militaire occidentale en Libye avait été agitée. Moi, j'ai toujours été contre ce fait, étant donné que la première intervention, on a vu les conséquences. Donc, résoudre la crise libyenne par une intervention militaire, à mon avis, n'est pas une solution. Qu'est-ce qui reste, Amira? C'est la voie politique. Elle est encore possible, donc, selon vous? Elle est encore possible, selon moi. Et même si cela va être difficile et que ça va mettre du temps, il faudra aller vers ça. Et de toute façon, c'est pas parce que aujourd'hui la situation, on la connaît, deux parlements, mais c'est pas parce que le parlement de Tripoli n'est pas reconnu par la communauté internationale que ces gens doivent être en marge de la réconciliation. La Libye, c'est un peuple. Il faut que tout le monde s'assoie autour de la table, toutes les parties prenantes, pour enfin trouver une solution qui soit politique. Maintenant, ce sera qu'une première étape dans la marche vers la paix, parce que, bien entendu, après, il faudra aussi désarmer, il faudra réorganiser l'État, parce qu'il n'y a plus d'État, il faudra un certain nombre de choses, il faudra le retour de l'aide internationale, en attendant de pouvoir reconstruire, qui arrivera s'il y a création d'un gouvernement d'union nationale. C'est automatique. Quand il y a une situation anticonstitutionnelle ou de conflit comme ça, l'aide est coupée, effectivement. Monsieur Aka, l'accord diplomatique, l'issue politique est-elle encore possible en Libye? Bien entendu que tout finit toujours par des accords politiques. Même quand on n'est pas d'accord et qu'on s'affronte militairement ou qu'on manifeste, on ne peut pas rester au stade de la manifestation. Il faut faire appel aux politiques pour trouver des voies. Et les voies sont celles qui sortent de discussions politiques. Donc, comme le disait Daouda, il y a toujours moyen de trouver des accords et c'est par ces voies-là qu'il faut passer. Et donc, pour moi, en dehors même du cadre de la Libye, tout processus de réconciliation doit passer absolument par des discussions
par des dialogues. Il faut que les acteurs impliqués dans ce processus-là puissent se parler pour que ces acteurs puissent trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Et après, je voudrais dire aussi que sans réconciliation, et ça ce n'est pas seulement valable pour la Libye, sans réconciliation, il ne peut pas avoir de paix. Or, la paix, c'est le facteur de développement, c'est le départ de toute action de progrès, c'est le départ de toute action de développement pour les pays africains. Et donc, moi, je souscris parfaitement au développement de M. Daouda que, bon, il faut qu'on trouve une solution pour le cas de la Libye. Oui, Jean-Marie, parce que la situation est grave, on peut même dire dramatique, parce qu'il y a certes ces deux gouvernements et ces deux parlements rivaux, mais il y a également ce vivier de terroristes, ces foyers qui se multiplient à travers le pays. Est-ce qu'un accord politique, un projet de gouvernement d'union nationale, est-ce que ça va véritablement régler le problème qui est en Libye aujourd'hui, qui va au-delà de cet affrontement politique? Tout à fait. C'est-à-dire la problématique de la Libye pose deux problèmes. Vous avez le problème, si vous voulez, interne, c'est-à-dire par rapport aux fractions politiques. Autrement dit, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que d'un autre côté, il y a le terreau du terrorisme. Il ne faut pas oublier, c'est-à-dire Daoud a essayé d'aborder ça là tout à l'heure, le statu quo dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'enlisement. Il n'est plus supportable. Tout simplement pourquoi? Parce que ce pays-là constitue une base arrière. Cette désorganisation-là contribue à nourrir, si vous voulez, les mouvements qui vont sur le Mali, qui vont au Niger, qui vont même jusqu'à arriver, si vous voulez, au niveau du Tchad, en descendant. Donc à partir de là, il est impératif qu'on sorte de ce bourbier-là, de ce statu quo-là n'est plus supportable. Il faut impérativement qu'on trouve une solution de réconciliation. Marquée par la situation relativement instable sur une bonne partie de son territoire, la Somalie poursuit ses efforts en matière de relance économique. Les flux d'investissements étrangers demeurent faibles depuis quelques années en raison justement de cette instabilité politique et sécuritaire. Ces IDE sont estimés en moyenne à 100 millions de dollars par an depuis 2007. Deo Gracias Podo. Selon les chiffres de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, les investissements directs étrangers dans de nouveaux projets ont atteint plus de 935 millions de dollars entre janvier 2003 et mai 2015 en Somalie. Insuffisant pour le gouvernement somalien qui s'est donc engagé dans la recherche d'autres investisseurs en procédant notamment à un certain nombre de réformes. Depuis que nous sommes arrivés aux affaires, la Somalie s'est investie pour attirer une plus grande valeur d'investissement direct étranger. Notre démarche consiste entre autres à améliorer notre cadre juridique. La loi sur l'investissement a été réexaminée et mise au même niveau que celle d'autres institutions internationales. Nous sommes ouverts à tous ceux qui voudraient investir en Somalie. Après plus de 2 décennies de conflits, la Somalie tente toujours de se redresser sur le plan économique. Le pays dispose d'un potentiel important en matière de ressources naturelles, agriculture, bétail, pêche et hydrocarbures. De l'avis de certains analystes, si la stabilisation se poursuit, ces richesses, de même que le secteur des télécommunications, pourraient également attirer des investisseurs. Notre économie était très informelle et les institutions ne fonctionnaient pas assez avec une capacité très limitée. Mais ces 3 dernières années, nous avons effectué beaucoup de réformes dans la gestion des finances publiques et la sécurité a été améliorée. La Somalie exporte aujourd'hui davantage de produits agricoles, d'élevage ou encore ceux issus de la pêche. C'est un bon signe qui montre que la Somalie avance. C'est un très petit pas, mais très positif. En Somalie, le secteur qui attire le plus d'investissements directs étrangers est l'agroalimentaire et plus récemment le secteur des télécommunications. Les principaux pays investisseurs sont les Émirats arabes unis, le Yémen et Oman. Daouda, ça paraît évident, en tant que la situation sécuritaire ne sera pas rétablie et apaisée en Somalie, ce sera compliqué pour le pays d'attirer de nouveaux investisseurs. Oui, comme ça a été souvent le cas pour ce pays qui, pendant un moment, il n'y avait même pas d'État. Maintenant, le pays se relève petit à petit. Donc, moi, je pense que la phrase du président est assez parlante, c'est-à-dire que c'est un petit pas, mais c'est un pas positif, effectivement. Il y a un potentiel dans le pays pour tout ce qui est l'élevage, il y a un potentiel pour même pétrolier. Hein, voilà, c'est assez rural. Donc, quelque part, on ne va pas s'attendre à des infrastructures très, très développées dans ce pays. Mais je pense qu'une économie inclusive est justement possible dans ce type de pays, conditionnée, bien entendu, par la non-dépendance de l'aide publique au développement, parce que c'est un pays très dépendant, et aussi par, en tout cas, une ouverture vers l'extérieur. Et dernier point, la sécurité.
Rapidement, Jean-Marie, quels sont les secteurs dans lesquels les investisseurs étrangers devraient investir justement en Somalie? C'est-à-dire pouvoir dénombrer les secteurs dans un pays comme la Somalie qui est dans un bourbier. On parlait de statu quo là tout à l'heure, ça fait plus d'une décennie, si vous voulez, que le territoire somalien est complètement déstabilisé. Donc aujourd'hui, il faut faire de la prospective sur le terrain, à savoir que vous avez des secteurs qui sont des secteurs moteurs dans lesquels le pays a un certain potentiel. Ces potentialités-là doivent être exploitées pour pouvoir booster, ne serait-ce même redémarrer, je ne parle même pas encore de booster, redémarrer la croissance, comme Daouda le disait tout à l'heure, en fonction des secteurs forts. Les avantages naturels du pays, c'est par ça qu'il faut démarrer. Parce que ça nécessitera moins d'investissement et ça permettra, si vous voulez, d'accélérer les choses beaucoup plus facilement que de s'attaquer à des secteurs de haute technologie et tout ce qui s'ensuit. Il faut d'abord reconstituer des infrastructures, l'agriculture et tout ce qui s'ensuit. Merci Jean-Marie d'avoir été avec nous. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci à vous, Daouda. Merci Amira de votre accueil ainsi que de l'accueil de nos téléspectateurs. Et merci à vous, Monsieur Aka. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Et puis je voudrais lancer un appel à la réconciliation en Côte d'Ivoire pour dire que on est grand quand on sait pardonner et que les Ivoiriens savent pardonner. Le président Afi, qui a subi pas mal de frustration, pardonne. Et donc nous devons tous pardonner pour que la Côte d'Ivoire puisse se réconcilier. Merci. Je rappelle, Monsieur Aka, que vous êtes représentant du FPI, le Front Populaire Ivoirien, en France et au Luxembourg. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa News, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission avec une semaine spéciale Côte d'Ivoire. À très vite.